tous. Donc, je suis Elsa Poupardin, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Cité. Donc, j'ai le plaisir de présenter cette grosse session, puisque nous avons 6 présentations, enfin 6 présentations, 3 présentations, mais 6 présentateurs. J'étais bien ennuyée quand on m'a donné la session partagée. Comme tout le monde ici dans les séances introductives, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire avec ce mot affreux, partager. 2 points, faire science et société. Alors, Marie-Christine vient juste de nous rappeler ce qu'on a vu hier. Aujourd'hui, la thématique partagée, elle est un peu plus sensible. Si je reviens à l'étymologie comme il se doit, partager, c'est diviser quelque chose en plusieurs éléments, créer la division entre les membres d'un groupe, diviser et répartir les parts. Et alors je me suis dit, mais mon Dieu, mais partager les sciences, oh là là, mais on va plutôt dans le sens contraire de celui qu'on prône depuis hier. Ça peut être aussi donner une partie ou une part de quelque chose à quelqu'un. Donc la question, c'est partager quoi, avec qui et quand. Et dernier sens, répandre et diffuser une information. Tous ces termes à la fois posent problème, tout simplement parce qu'on sent bien que dès qu'il est question de science, ça va être un peu plus compliqué. Si je prends par exemple juste la définition qui consiste à donner une part de quelque chose, tout de suite ça fait écho à un peu de sociologie des sciences de base. Moi je pensais immédiatement à Warren Hagström. Donc c'est des textes de sociologie des sciences de 1965 où l'idée c'est que la communauté scientifique échange des informations sous un système de dons et de contre-dons. Donc on est exactement dans le partage. Je donne ma publication scientifique à la communauté scientifique et en échange, elle me renvoie prestige, reconnaissance, argent, gloire, etc. Or, il s'avère que le modèle de Hagström a été quand même largement remis en question depuis et que cette histoire de dons et de contre-dons n'a pas l'air de super bien marcher. Et surtout, dans Warren Hagström, le don et contre-don se fait à l'intérieur de la communauté scientifique et pas du tout vers l'extérieur. Or, moi, je suis coincée par le deuxième terme de mon propos, qui est faire science-société. Et là, je suis de nouveau coincée, parce que j'ai écouté Philippe Chavot hier, et il nous a bien expliqué que les modèles avaient évolué de la science pour la société, la science avec la société. Il y avait toujours un petit mot. Et là, du coup, dans ma présentation, je suis coincée. Faire science-société. Mon Dieu, est-ce que ça veut dire que tout doit être regroupé, bloqué, amalgamé Et en fait, du coup, ça rejoint... Alors, c'est pour ça que la séance introductive va nous permettre de creuser ces questions. La question du partage, elle passe évidemment par l'idée que le don est absolument insuffisant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais diffuser l'information telle qu'elle qu'elle va pouvoir être comprise. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas partageables. Et finalement, c'est les questions autour desquelles on va tourner ici. C'est qu'est-ce qui est partageable, qu'est-ce qui est non partageable, qu'est-ce qui ne doit pas être partagé. Et à mon avis, c'est ces questions qui sont les plus centrales, en dehors de la question de à qui je partage et qu'est-ce que je partage. Et on sent bien dans les différentes instances, dans les différentes présentations qu'on va avoir ici, que l'université et les chercheurs de l'université sont au centre de cette nouvelle injonction partager, faire science et société, et que comme tout n'est pas partageable, comme tout ne doit pas être partagé, il faut réfléchir aux modalités et aux conditions du partage. Alors, je vais peut-être commencer tout de suite par introduire notre première présentation, qui est celle de Claudia Adrianzen Lapouble et Laure Bolkatabari de l'Université de Lille Jéricho, l'émission La Grande Enquête, faire science-société autour d'un projet de médiation scientifique. Donc je vais vous laisser présenter, je pense que c'est le plus simple, et puis on abordera une série de questions après. Donc vous avez 25 minutes, je pense que vous avez un micro, que votre présentation est prête. Merci Elsa. Un grand merci pour l'invitation. On est très, je parle au nom de Claudia aussi, mais on était très heureuse de pouvoir venir écouter la présentation des travaux sur la médiation scientifique et de pouvoir en même temps venir partager notre travail qui est encore en cours. Donc on va aujourd'hui vous présenter une partie du travail qu'on a mené dans le cadre du label SAPS de l'Université de Lille. Donc l'Université de Lille a obtenu le label SAPS, Science avec et pour la société,
en 2023 et nous avons été sollicités en tant que laboratoire en sciences de l'information et de la communication pour l'accompagnement scientifique d'un projet qui s'appelle Merlin et qui vise principalement à réaliser une émission de médiation scientifique intitulée La Grande Enquête, en partenariat avec un média qui s'appelle l'Esprit Sorcier TV. Et donc depuis 2023, on a pu observer le rôle de pilotage de la médiation joué par l'université et la dynamique d'acteurs qui en a résulté. Et donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter notre analyse de cette dynamique et aussi de la forme de médiation scientifique télévisée qu'elle a générée. Et on verra que tout ça, que ce projet soulève un certain nombre de questions sur le rôle de l'université dans la médiation scientifique auprès de ce qu'on appelle le grand public. Alors, quelques mots d'abord pour vous présenter le projet Merlin. Donc, c'est un projet qui vise à fédérer des actions et des services universitaires en matière de culture scientifique, technique et industrielle, et aussi de renforcer les partenariats de l'université. Donc, c'est un projet qui n'est pas uniquement un projet de médiation, mais qui a aussi cette fonction de mise en partenariat. Alors, ce projet rassemble un collectif d'acteurs de la culture scientifique de la région Hauts-de-France, donc des acteurs institutionnels du territoire, des associations, des acteurs de l'éducation. Et à cet ensemble d'acteurs s'ajoute tout un écosystème universitaire qui associe les sciences infuses et Xperium, qui sont des programmes de médiation et de valorisation de l'université. La boutique des sciences qui développe des projets de sciences participatives. On a eu l'occasion d'en parler hier un petit peu. La Maison pour la Science en Nord-Pas-de-Calais, qui est un service qui travaille surtout à la formation des enseignants. Et également la direction de la culture de l'Université de Lille et le service audiovisuel de la DOSIMA qui s'occupe de la production audiovisuelle de l'université. Alors cette émission, La Grande Enquête, elle a pour objectif de faire dialoguer chercheurs et citoyens autour d'une thématique scientifique, thématique choisie par la présidence en fonction des orientations scientifiques de l'université. Et donc les thèmes des 4 premières émissions qui ont été produites et diffusées à ce jour sont l'intelligence artificielle, la gestion de la ressource en eau, les sciences du sport et les inégalités sociales. Et donc là, on est dans la dernière année du projet et 2 émissions sont encore en préparation pour 2025. Et donc c'est une émission qui est animée par une figure médiatique connue, le journaliste Frédéric Courant, qu'on connaît dans l'émission C'est pas sorcier. Et donc elle prend la forme d'une émission de plateau qui est rythmée par des reportages. Et cette émission, elle est tournée en public, dans les conditions du direct, donc avec assez peu de post-production. Donc vous pouvez la trouver sur YouTube, elle est disponible sur YouTube. Et elle est aussi diffusée à certains créneaux sur la chaîne Esprit Sorcier TV qui a été créée au moment du début du label, il me semble, en 2023. Fin 2021. Et donc cette émission, elle est pensée pour être réalisée dans une dynamique collégiale de co-construction avec les partenaires intra- et extra-universitaires. Donc le service audiovisuel, c'est le service finalement dont les missions sont un peu les mêmes pour chaque émission. Il collabore avec l'équipe d'Esprit Sorcier TV pour le tournage, le montage et la réalisation de certains reportages. Et concernant les autres acteurs du périmètre SAPS, leur rôle varie selon les émissions. Donc ce rôle, il peut aller de l'aide à l'identification d'experts jusqu'à aussi l'organisation d'actions pour des terrains de reportage. Et également, en plus de ces acteurs, à chaque nouvelle émission, un ou plusieurs experts de la thématique traitée sont mobilisés. Et l'ensemble de ces acteurs constitue le comité de rédaction de l'émission, à l'exception du service de la DOSIMA. Et donc, bien sûr, le média Esprit Sorcier TV participe également à ce comité de rédaction et aussi nous, au titre du laboratoire Jéricho. Et donc la volonté de faire de La Grande Enquête une émission qui est co-construite
par des universitaires, par un média et par le monde associatif, on voit qu'il s'affirme un peu à toutes les étapes de la réalisation de l'émission, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue éditorial. Et donc je disais juste avant que les thématiques de l'émission sont le fruit d'un choix politique de l'université, mais tout de même les manières de les aborder dans l'émission et le format de l'émission sont discutés dans ce comité de rédaction. Et par exemple, c'est le comité de rédaction qui a proposé dès la première émission de mobiliser des doctorants pour la réalisation d'enquêtes sur la représentation des sciences. Et donc cette suggestion, elle a ajouté une nouvelle dimension sciences-société au dispositif, puisque les doctorants sont allés réaliser des enquêtes auprès de ce qu'on appelle le grand public, donc public jeune et public de famille principalement. Et donc ils ont été confrontés aux discours sociaux à propos de leur thématique de travail. Ils ont aussi été interrogés là-dessus d'ailleurs dans l'émission. Et également, les questions que se posent les enquêtés informaient aussi le comité de rédaction sur de potentielles attentes du public. Donc sa dimension sciences-société était intéressante du point de vue de cette enquête. Alors, dans une deuxième partie, on va aborder la complexité de la dynamique éditoriale avant de rentrer dans l'émission elle-même. Alors, quelques mots avant que je passe la parole à Claudia pour discuter un peu de notre place en tant que chercheur dans ce projet. Alors, notre équipe, elle a investi le projet Merlin dans une perspective de recherche-action en observant et en participant à la fois à la co-construction de l'émission. Et donc, on était chargé officiellement de l'accompagnement scientifique d'une enquête servant de fil conducteur à l'émission. Et dans le cas de la première émission, par exemple, cela impliquait la formation des doctorants aux méthodes d'enquête par entretien, l'encadrement des doctorants enquêteurs sur les terrains. Donc on préparait avec eux la grille d'entretien, on les coachait en quelque sorte sur le terrain pour les aider à améliorer leurs interactions et leurs prises de questions. On travaillait aussi, c'est nous aussi qui recueillions les données et qui les analysions. Et on avait aussi une restitution des résultats au comité de rédaction. La restitution de ces résultats visait à trouver des éléments permettant de préparer le fil conducteur de l'émission. Et ces résultats étaient présentés ensuite lors de l'émission. Claudia en parlera un peu en détail. Et donc notre implication, au départ, elle ne sollicitait pas directement nos champs d'expertise scientifique, mais plutôt nos compétences méthodologiques. Et donc c'est une situation qui confirme bien, comme l'écrit Marie-Christine Bordeaux, que les sciences de l'information et de la communication, elles sont souvent invitées à jouer un rôle d'accompagnement plutôt qu'à produire une analyse distanciée des dispositifs de médiation. Mais pour autant, dans le cas de ce projet, le comité de pilotage a peu à peu compris quand même l'intérêt d'une posture réflexive sur le projet et nous a permis de combiner des données pour cette étude et aussi nous a donné les moyens puisque on a eu une première post-doctorante et ensuite Claudia sur le projet qui était missionnée plutôt pour travailler à l'accompagnement de la réalisation de la grande enquête et on a réussi à faire évoluer leur mission vers une mission plutôt réflexive sur le projet. Et donc, pour comprendre la dynamique éditoriale de la grande enquête, on a combiné une observation participante de ces fameux comités de rédaction, 11 entretiens semi-directifs avec les acteurs et les actrices du projet qui visaient à explorer leur participation à la construction de l'émission. Et les résultats de cette enquête ont aussi alimenté l'analyse sémiopragmatique des 3 premières émissions dont Claudia vous parlera ensuite. Oui. Donc, je vais vous parler très brièvement un peu de ce qui ressort des 11 entretiens réalisés principalement et un peu par les retours d'expérience de ces observations participantes pour lesquelles moi, personnellement, je n'ai participé. J'arrive au projet Merlin qui est au 2e semestre 2023. Donc, je pense que je commençais en novembre, peut-être.
Non, décembre. J'ai un trou. Donc, j'ai intervenu principalement pour la dernière émission diffusée sur les inégalités. J'ai pris un petit peu la fin de l'émission sur les sports. Donc, de ces observations et de ces entretiens sort qu'il y a une richesse et une complexité de la diversité d'acteurs. Puisqu'on a des acteurs de la médiation, de tous les périmètres SAPS, dont chacun a ses intérêts et ses enjeux, des sciences participatives, par exemple, comment ça va être mis en valeur, une question de visibilité, des questions de médiation, des priorités politiques. Et finalement, on va voir pour la suite comment tout ça fait en sorte que les questions de médiation restent un peu à la marge et reléguées parfois aux compétences de médias partenaires. Du point de vue des acteurs, des porteurs SAPS, donc des acteurs qui sont impliqués dans l'enquête, ce qui ressort de leur expérience, c'est que la réalisation de cette émission est caractérisée par ce qu'ils appellent, un des interviewés appelle un pilotage non autoritaire. C'est-à-dire qu'ils pensent que les chefs de projet, les pilotages de projet laissent un peu les choses dans les flous, où chacun ne sait pas les limites de la participation de l'autre, et les étapes de réalisation sont parfois opaques, c'est-à-dire dès l'envoi des mails, on ne sait pas quand est-ce qu'on va se retrouver, la périodicité des réunions. Finalement, les attributions des uns et des autres restent un peu d'une manière floue, où ils ne se retrouvent pas dans ce qu'ils doivent apporter et ce qu'ils doivent recevoir en échange. Et ça crée une dynamique qui est jugée par eux coûteuse et chronophage. Coûteuse, c'est dans les sens vraiment financier, puisqu'un argument qui ressort de tous les entretiens, c'est les coûts élevés de cette émission et comment, même en questionnant les choix du comité SAPS de s'être tourné sur ces dispositifs, d'avoir canalisé les ressources de la labellisation SAPS sur ces dispositifs où finalement la portée de leurs actions ne trouve pas un bénéfice, c'est une vitrine médiatique. Et ça amène un autre retour des acteurs, c'est quelles sont les retombées de cette action, qui regarde cette émission. Il existe un flou, une opacité par rapport aussi à la réception de cette émission, et donc une mise en cause un peu de son efficacité en termes à la fois des visibilités des actions des porteurs et des objectifs de médiation et de diffusion des savoirs. Cette dynamique, donc tous ces points, ça fait en sorte que les différents acteurs de la médiation et des sciences-sociétés au sens large développent avec ce dispositif qui était pourtant pensé pour les fédérer et pour les faire coopérer ensemble dans une action commune. Ils développent avec ça une relation qui est peu engageante, où ils ne savent pas. Un des interviewés nous dit je ne sais pas comment me prendre. On me sollicite, je participe parce que, comme des bons élèves, on vient contribuer pour quelque chose qui ne s'approprie pas, et que c'est une action de l'université où ils participent un peu par leur bonne volonté et par esprit d'équipe, quelque part, sans se sentir identifiés au dispositif et sans se l'approprier. Et ça crée des discussions déjà au sein de l'équipe et du comité SAPS sur quelle sera la suite de ces dispositifs une fois le financement fini, ce qu'on donnera suite à ce type de dispositif, à ce type de travail avec un média partenaire. Est-ce qu'on continuera à avoir une présence sur la télévision et ainsi de suite. Donc, je vais vous essayer d'être rapide pour vous parler un peu sur comment cette dynamique éditoriale très complexe
reflète dans les produits finaux, donc dans les 3 émissions réalisées. Je vais vous parler aussi un petit peu de la 4e émission, mais c'est un peu un bonus. Comme elle vient d'être diffusée, on n'a pas encore fini les analyses. C'est pas aussi fin que pour les 3 premières. Donc, c'est des analyses mieux pragmatiques. Je ne vais pas vous lire tout ça. C'est un peu, on a essayé d'observer les marqueurs donc stylistiques et narratifs qui mettent en scène ou qui mettent en visibilité la co-construction université-média dans ces émissions. Donc, les structures, pour parler un peu de les structures de l'émission, Laure vous a parlé qu'il s'agit d'une émission sur plateau, tournée dans les conditions de direct. C'est un format talk show. Donc avec des scientifiques et des invités, des intervenants sur plateau qui sont et des reportages tournés à des différents moments, soit à l'université, soit dans les labos. C'est des reportages divers qui ponctuent un peu cette émission. On a sur les plateaux donc les groupes de doctorants, des enquêteurs, parce que je reviens parce que c'est peut-être un peu flou la question de la place de cette enquête. Je vais y revenir, mais l'idée de l'émission dans les projets qui a été déposée par l'Université de Lille, c'est de créer une émission où on intègre où on intègre un dispositif pour faire en sorte que les scientifiques soient en contact direct avec les citoyens et les citoyennes. Et pour la première émission, ça a été pensé en forme de créer une enquête, de faire en sorte que des scientifiques, des doctorants, aillent à la rencontre d'un public divers pour recueillir leurs visions, leurs pensées, leurs idées à propos du sujet traité dans l'émission. Cette enquête serait les structures, donnerait les structures et pointerait l'émission. Et donc, les 2 premières émissions utilisent cette structure d'une manière directe, et ça va petit à petit se perdre pour les émissions pour la suite. Mais dans les grandes lignes, l'émission prend cette structure. Il y a d'abord un pré-générique suivi du générique de l'émission, une introduction de la part du présentateur, qui est aussi le médiateur de ce talk show. Il donne la parole, distribue, organise l'émission. Et puis, on a une présentation de l'enquête, des enquêteurs et des enquêtrices. Et finalement, on part aux parties sous-thématiques où on va traiter des différents aspects de la thématique développée dans l'émission. Et je vous parlerai de ça tout à l'heure. Un petit comparatif des séquences d'ouverture pour les 4 premières émissions. Donc, c'est cette structure dont je vais vous parler. Ça, c'est lié... ces premières émissions, c'est dans l'horizontale. Donc, les pré-génériques où il y a Fred qui accueille, qui présente, dit bonjour, vous êtes à la grande enquête. Il présente, c'est aussi l'occasion de présenter les lieux de tournage qui varient d'émission à émission. Donc, la première émission sur l'intelligence artificielle a été tournée à l'Iliade. C'est une bibliothèque universitaire de l'Université de Lille. La 2e émission a été tournée dans les locaux de la MEL, de la métropole européenne de Lille. La 3e, qui était à propos des sciences du sport, a été tournée au Vélodrome des Roubaix. Et la 4e a été tournée à la bibliothèque des Sciences Po Lille. Un petit aparté sur l'organisation du plateau qui en dit un peu sur cette idée des organisations de la parole des experts et des différents experts, soit des doctorants, soit des chercheurs confirmés qui sont invités sur les plateaux. Donc pour la première émission, on a eu un plateau fixe où on partageait un peu un 3 ces plateaux avec les présentateurs au milieu qui distribuent la parole d'un côté droit, gauche. D'un côté, nous avons donc les doctorants et de l'autre côté, les chercheurs qui venaient donc discuter les différents points de l'enquête.
Pour l'émission 2, on a un plateau fixe où, c'est important de préciser, les doctorants sont placés à l'arrière-plan et en avant-plan, nous avons les experts et les commentateurs, les commentateurs de l'émission. Puis pour la 3e émission, encore une fois, les formats de plateau fixe. Et pour la 4e émission, nous avons des petits îlots plateaux où les présentateurs s'est déplacés autour de ces tables où il avait un binôme d'invités. Et à chaque séquence thématique, on changeait des places, on tournait en fait, sur le plateau. Comme je vous avais dit, donc, l'idée première de l'émission de la Grande Enquête, c'était de construire l'émission autour d'une enquête menée par des doctorants et des doctorantes qui allaient à la rencontre du public. Ce dispositif qui a été affiné pour la lors de la première émission avec les choix donc d'inclure, de faire que ce soit des doctorants qui allaient rencontrer les publics, a été très bien présenté lors de la première émission sur l'intelligence artificielle. Donc, on a une séquence d'à peu près 20 minutes pour expliquer dans quoi cette enquête consistait, présenter les enjeux. Donc, on a Fred qui introduit ces sujets. Il dit cette émission et les points d'orgue de cette enquête. On peut dire que cette enquête est la colonne vertébrale de cette émission qui a pour but de répondre à toutes les questions sur cette technologie qui est donc l'intelligence artificielle. Nous avons ma collègue Marianne qui était avant moi, donc elle était doctorante, elle est intervenue, elle a fait la restitution, l'accompagnement avec Laure et Eric, l'accompagnement des doctorants sur les terrains et s'est chargée aussi de l'analyse. Elle présentait un peu la dynamique de réalisation de ces enquêtes. Et puis, il y a aussi quelqu'un du laboratoire Jéricho qui est coïncidemment à côté de moi et qui renforçait encore. Donc, on prend vraiment le temps d'expliquer le dispositif. Et il y a un long reportage également où on se concentre beaucoup sur ce dispositif. C'est un peu ce qu'il appelle les coulisses de l'enquête. Donc, comme je vous avais dit, l'émission se structure alors avec cette présentation de l'enquête, puis les séquences sous-thématiques qui toutes sont pointées par une partie sur les résultats de l'enquête, avec des petites séquences que j'ai appelées les points enquête, où on a un petit reportage, où on a un recueil de la parole qui ont été tournés pendant les terrains, où on voit les doctorants qui recueillent la parole du public, et on revient sur les plateaux avec quelqu'un de Jéricho. Ou alors pour la 3e émission où l'enquête change de format, il y a quelqu'un qui explique, qui donne un petit peu plus de contexte, et puis une discussion. Donc la question sur laquelle j'aurais dû être plus rapide, c'est que ce dispositif de l'enquête qui était portant, ce qui avait été discuté par les porteurs, qui avait été pensé pour faire un dispositif sciences-société au sein d'un dispositif sciences-société, a finalement, petit à petit, s'est estompé et a fini par disparaître des émissions. Donc, pour l'émission sur l'intelligence artificielle, on prend bien le temps de montrer l'enquête, de l'éplucher, de l'expliquer au public. Pour l'émission sur l'eau, on ajoute des supports graphiques pour donner un petit peu plus de poids, citer des verbatines. Pour l'émission sur les sports, l'enquête ne disparaît pas complètement, mais change de format, puisque au lieu d'avoir une enquête par entretien long et tourné, on a un sondage sur Internet qui a été préparé pour les laboratoires et pour la 4e enquête, émission de l'enquête disparaît complètement. Et je n'aurai pas le temps de développer tout ça, mais je vous les laisse et je vous laisse nous poser des questions et je m'excuse. Voilà, tous ces points nous a amenés à nous questionner quelle est la place, donc, qu'est-ce que cette émission nous montrait comme la place de l'université.
Est-ce que cette dynamique d'éco-conception est visible? Il nous semble qu'elle est très peu visible à l'écran. Elle est actée par des formalités. On ne manque pas de mettre l'Université de Lille, le logo, de mettre le logo SAPS au début, mais la dynamique d'éco-construction s'efface petit à petit, en plus avec l'effacement de l'enquête. Et ça, d'une part, c'est parce qu'il y a la figure de Fred qui prend un peu la place. Voilà, on voit l'émission de Fred et pas l'émission co-construite avec des chercheurs de l'université. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi les enjeux de médiation qui se perdent un peu dans une organisation qui finalement ne laisse pas, ou laisse très peu de place à des discussions sur comment aux discussions de médiation, comment mettre des savoirs scientifiques, comment les diffuser. Ça reste un peu dans l'ombre dans les questions d'organisation qui consomment beaucoup de temps. Et ça nous amène à la conclusion, donc, à quel point l'université peut faire de la télévision. Est-ce que faire de la télévision et être à la télévision sont des enjeux équivalents ou pas? Et voilà, qu'il y ait des questions. Est-ce que Laure, tu veux chose en 2 secondes dire? Non, juste pour préciser que cette disparition de l'enquête dans une émission qui s'appelle La Grande Enquête, elle est plurifactorielle. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de l'expliquer, mais il y a à la fois des questions de moyens et beaucoup de questions d'organisation et de temps. Et par exemple, pour le cas de l'émission sur les inégalités, on avait aussi quand même des chercheurs, les chercheurs experts des inégalités, qui n'ont pas souhaité formellement qu'il y ait d'enquête, parce qu'eux-mêmes mobilisaient de ce type d'enquête, ils ne souhaitaient pas qu'il y ait une sorte de mise en abîme là-dedans, et ils ne souhaitaient pas non plus mobiliser des doctorants qu'ils ont présentés comme trop occupés par leur travail doctoral et pas disponibles pour ce type de propositions. Et là, on a une nouvelle émission qui se prépare, qui est sur les neurotechnologies, et dans le cadre de laquelle on a proposé de faire un ciné-débat dont on pourrait rendre compte, mais pareil, il y a une certaine lourdeur d'organisation qui fait qu'on ne sait pas si on va pouvoir avoir des données à présenter, mais c'est une autre forme d'enquête qui serait plutôt une observation d'un ciné-débat et des échanges entre chercheurs. Ciné-débat autour de films de fiction, je précise, pour discuter avec les chercheurs de l'imaginaire des neurotechnologies et de ce qui est possible ou pas de faire en réalité, avec la recherche. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Alors on va, j'espère avoir continué la discussion avec des questions tout à l'heure. Je vais laisser la parole et la place du coup à Erika Ribéry, qui va continuer à creuser cette question. Alors là, on avait un bon exemple de partage, de tentative de partage sur un objet avec une co-construction, une co-création. Erika, qui est à l'université d'Aix-Marseille, ancien chercheur à l'université d'Aix-Marseille, va nous développer un peu cette question du positionnement, cette fois-ci du partage de positionnement pour l'université. Erika, je te laisse la parole. C'est bon, ça marche. Bonjour et merci d'abord Elsa pour l'animation de cette session et pour la présentation. Merci aussi naturellement à Michael et à Marie-Christine pour l'organisation de ce beau colloque très intéressant, durant lequel, pour ma part, je vous propose de réfléchir au positionnement des universités, des organismes de recherche. Comment j'en suis venue à m'intéresser à cette question. On vient juste d'en parler. Ça s'inscrit en fait dans cette montée en puissance. Alors j'ai entendu injonction. En tout cas, voilà, je vais être un peu plus, je ne sais pas comment le dire, mais moins positionnée en disant une montée en puissance progressive des thématiques sciences-société en direction des universités, des centres de recherche.
qui sont de plus en plus incités justement voilà, à investir ces questions-là. Ce n'est pas nouveau, hein, cette montée en puissance, on peut la faire remonter. À minima, Philippe Chavouillère en a parlé dans les années 1980, où pour la première fois, la diffusion de l'information, de la culture scientifique et technique sont inscrites dans les missions des métiers de la recherche. L'enseignement supérieur est aussi, on lui donne aussi un devoir, voilà, de participer officiellement, de participer au développement, à la diffusion de la culture scientifique et technique. Il y a voilà, des législations qui succèdent au fil des ans, voilà, dont on a eu un panorama hier et qui aboutit finalement à cette fameuse LPR il y a quelques années, en 2020, la loi de programmation de la recherche, dans lequel il y a un positionnement fort du ministère qui appelle à reconnaître la relation science-société comme une dimension à part entière de l'activité scientifique, afin de faire en sorte qu'elle prenne toute sa place dans la carrière des chercheurs et la vie des institutions. Et donc on voit comment dans cette rhétorique, eh bien, la focale est mise directement, particulièrement sur les chercheurs et les chercheuses, et sur les institutions qui sont voilà, surincitées à investir ces questions-là, notamment par des dispositifs financiers, des labels, etc. Ce que l'on voit, en fait, c'est que cet investissement, ce qui interroge, c'est que cet investissement, finalement, il ne va pas de soi. Alors certes, il y a des services qui sont généralement dédiés à ces questions dans les universités, les organismes de recherche, qui sont développés progressivement au fil des ans. Mais si on regarde le développement historique des structures et des actions qui sont liées aux relations science-société, on se rend compte, en fait, et l'intervention de Philippe hier l'a bien montré, c'est qu'en fait, c'est surtout fait en dehors des universités, des organismes de recherche, avec des structures, l'importance de structures clés comme la Cité des Sciences, les CSTI, le Palais de la Découverte, etc., voilà, qui sont soulignés dans la littérature sur ces questions-là, et aussi des stratégies ambivalentes que soulignent d'autres chercheurs, Marie-Christine Bordeaux et Michael Chambru, ici en 2020, vis-à-vis de l'émergence des CCSTI, puisque finalement, ce qu'il remarque, c'est que si l'émergence de ces structures indépendantes, elle a permis de déployer des actions hors des campus universitaires, dans le même temps, en fait, elle a eu pour effet d'externaliser un petit peu, la mission, enfin pas un petit peu, complètement, en fait, de diffusion de culture scientifique, dont on a vu que dans la loi depuis 1982, elle est officiellement quand même inscrite dans les missions de la recherche. Donc finalement, voilà, on a ce terrain majoritairement structuré en partenariat avec les universités et les organismes de recherche, mais en dehors des universités et des organismes de recherche. Et donc, dans ce contexte actuel où finalement les institutions de recherche sont incitées à investir ces questions-là, on peut se demander, et c'est un peu ce qui m'a amené justement à réfléchir à ces questions-là, quel rôle, quelle place possible des activités dans ce paysage, des activités de médiation scientifique au sein des universités, au sein des organismes de recherche. C'est dans cette perspective donc que j'ai développé cette réflexion avec l'objectif d'essayer de mieux comprendre les représentations qu'ont les personnels de recherche, d'abord, qui sont les premiers concernés, des universités, des centres de recherche publics, de la médiation scientifique et plus largement des rapports sciences-société, et aussi d'essayer d'identifier certaines modalités par là et conditions sans doute nécessaires en partant de ces représentations des personnels pour que les acteurs de la recherche puissent finalement s'imposer comme de véritables acteurs du dialogue et des débats relatifs aux sciences société, dans la société, avec la société. Voilà. Alors, comment je m'y suis pris pour réfléchir à cette question? Alors, j'ai croisé deux terrains de recherche majoritairement.
D'abord, le projet de recherche-action Ré du risque, dont l'objectif était de proposer un dispositif de médiation scientifique relatif au développement de la culture du risque incendie, auquel j'ai moi-même participé, qui est intéressant parce qu'il est justement lauréat du programme pluriannuel d'appel à projets pour la promotion de la CSTI, de la médiation des sciences participatives, qui a été mis en place par l'ANR dans la continuité de la LPR. Justement, ça fait partie de ses incitations. C'est un projet interdisciplinaire et intersectoriel qui a regroupé des ingénieurs et des chercheurs en écologie du feu, des chercheurs en SHS et puis des membres de l'association Forêt Méditerranéenne, et dans lequel déjà on a proposé une approche réflexive, collective, dont l'objectif était de mieux comprendre la manière dont les différents partenaires qui prenaient part au projet finalement se représentaient dans le temps leur participation au projet. Et pour cela, on a mené des entretiens qualitatifs en début et en fin de projet, dont une partie était spécifiquement dédiée à la perception de la médiation scientifique et des enjeux autour de la médiation scientifique. Pour mettre à distance et interroger plus largement les résultats qualitatifs qui sont issus de cet entretien, j'ai également développé une enquête par questionnaire en ligne en juillet 2024 auprès de 7 unités mixtes de recherche, donc Aix-Marseille Université, CNRS, IRD, INRAE, j'espère que j'en oublie aucun, mais enfin voilà, donc à la fois université et organismes de recherche. J'ai ainsi récolté 118 réponses, ce qui équivaut à un taux de participation de 7,7%. On connaît tous la difficulté d'obtenir les réponses. Naturellement, c'est une limite importante de fait à ces résultats. Deuxième limite importante quand on regarde les profils des répondants et des répondantes, c'est une très probable surreprésentation des personnels de recherche qui ont déjà participé à des actions de médiation scientifique, 75% parmi les répondants. Alors, il y a peu de données en réalité sur les taux de participation des personnels de recherche, mais en tout cas, les quelques données qu'on a vont pas du tout dans le sens de 75% de personnel de recherche qui participent aux activités de médiation scientifique. En 2007, on a une étude de Jensen et Croissant qui a été menée sur l'ensemble des chercheurs CNRS et qui concluait qu'il y avait environ 70% des personnels de recherche du CNRS qui ne faisaient aucune action de médiation scientifique sur une année donnée. On peut supposer, que potentiellement ces chiffres ont évolué depuis 2007, c'est assez loin. On peut aussi supposer que ça c'est probablement pas radicalement inversé, voire même équilibré. En tout cas, ça pose une limite, clairement, un biais dont il faut avoir conscience sans nul doute. Ça souligne aussi certainement qu'il y a un champ là à explorer, puisqu'on a peu de données récentes et que on réussit peu finalement à entendre cette majorité silencieuse qui participe pas ou peu aux actions de médiation scientifique. Voilà. Donc ça, voilà. Moi, je trouve que du coup, ça ouvre aussi comment on fait entendre ce public-là. Et en tout cas, dans les limites, ça fait que cette enquête, je pense qu'il faut vraiment la voir comme un premier éclairage, sur les tendances qui peuvent être observées, avec toutes les précautions et les limites qu'on peut y voir du fait de ce que je viens d'expliquer. En tout cas, dans cette perspective que j'ai cherché à croiser les deux terrains et que j'ai discuté plus largement dans une démarche de réflexivité, alors nourrie certes de la littérature relative à la médiation scientifique, mais aussi de mes expériences, de mes propres expériences, à la fois en tant que chercheuse, puisqu'on est aussi concerné finalement par ces thématiques, donc assez partie prenante, malgré les démarches d'objectivation, et aussi en tant qu'enseignante dans le master de médiation scientifique de l'Université d'Aix-Marseille, où du coup on observe aussi beaucoup de choses sur ces questions-là. Alors, qu'est-ce qui sort de ces analyses ? Eh bien, d'abord,
point important, c'est le fait que le terme de médiation scientifique en soi, alors je pense que c'était une erreur dans la manière dont j'ai intitulé l'enquête. Voilà, elle n'a pas parlé aux gens, je pense, quand je vois les résultats de l'enquête, puisque ce que ça montre, c'est un terme qui est finalement peu connu par les personnels de recherche, peu utilisé, et en plus caractérisé par un flou définitionnel très important. Donc voilà, ça fait déjà beaucoup de problèmes. Alors ça, c'était déjà le cas dans Rédurisque, avec cette citation d'un membre qui, dès le premier entretien, m'a dit « ce n'est pas un terme que j'utilise ou que j'utilisais avant ce projet ». Et c'est ce qu'on voit aussi, dans les résultats de l'enquête, puisque sur les personnes qui ont répondu, alors c'est la médiatisation des sciences qui est dans les termes proposés, pour évaluer le degré de familiarité des répondants avec des termes en lien avec la diffusion des sciences dans la société. C'est la médiatisation des sciences qui est le moins familier, mais le second moins familier, le deuxième moins familier, c'est la médiation scientifique, puisque 58% seulement des répondants et des répondantes en sont familiers ou très familiers. Alors même, on le rappelle, qu'il y a 75% d'entre eux qui ont participé à des actions de médiation scientifique. Voilà, le plus familier, bon là-dedans, voilà, un très familier, c'est le bleu clair. Regardez qui est bleu clair. Eh bien, c'est la vulgarisation scientifique, où on a c'est clairement lui qui domine le paysage là, de la familiarité, avec 96% des répondants et des répondants qui en sont familiers ou très familiers. Viennent ensuite la communication scientifique à 92%, la culture scientifique et technique à 75%. Alors, si on s'intéresse ensuite à l'usage des termes des répondants et des répondantes, on reste avec notre vulgarisation scientifique, clairement. C'est celui qui est largement le plus utilisé, à 85%. Et là, assez étrangement, la médiation scientifique remonte, puisque là, c'est le deuxième le plus utilisé dans la pratique par les répondants et les répondantes, à 36%. Et intéressant aussi, le terme de culture scientifique, l'expression culture scientifique et technique, qui est plus familière, mais moins utilisée, finalement, manifestement. Donc, qu'est-ce que l'on retire de ces résultats ? Donc ce qu'on observe, c'est effectivement, finalement, une multiplicité d'usages parallèles qui sont parfois en concurrence. Et dont on a vu hier que si on la remet en perspective des enjeux sociaux, des enjeux épistémologiques autour des questions relatives au rapport sciences-société, à la diffusion des savoirs dans les 40 dernières années, elles ne sont pas anodines. C'est l'apparition de ces différentes terminologies liées à des modèles du déficit, de la participation, du sensible, on l'a vu hier, mais la conséquence, et ce que l'on peut se demander, c'est finalement, est-ce que ces évolutions terminologiques, elles n'ont pas eu aussi un petit peu, ou elles pourraient pas avoir pour effet d'aboutir à une espèce de brouillage de la compréhension, de la visibilité des termes, et par extension des actions, des postes, des services, des missions qui sont liées aux relations sciences-société. Voilà, donc surtout qu'à la fin, finalement, c'est la vulgarisation qui continue d'être le plus utilisé, le plus familier, etc. Alors que c'est pas forcément le plus utilisé dans les termes, dans les textes officiels, institutionnels, etc. Concernant puisque j'étais partie de la médiation scientifique, je disais terme peu connu utilisé, on l'a vu, terme aussi caractérisé par un flou définitionnel. Alors dans l'enquête, il y en a, si je demande, en demandant aux gens quelle différence ils font entre vulgarisation et médiation, communication scientifique, médiation. Il y a pléthore de définitions de la médiation scientifique. On peut, à partir des différents résultats, en distinguer deux définitions principales qui sont en concurrence et qui, en fait, sont en concurrence aussi dans les textes, officiels, dans les textes institutionnels. Alors, la médiation scientifique comme une action qui vise largement, une définition plus large, à diffuser de manière accessible
scientifique, des savoirs issus de la recherche scientifique à la société, ou une définition plus restreinte, où la médiation scientifique, elle est vraiment utilisée pour désigner des types d'actions dans lesquelles le public est impliqué, par opposition à la vulgarisation plus descendante ou aux sciences participatives. Et donc là, une définition qu'on peut remettre certainement dans la continuité des régimes de savoir qui a été établi par Calon. Voilà. Qu'est-ce qu'on conclut de ces résultats ? Finalement, qu'est-ce qu'on en fait surtout ? C'est de voir qu'il y a une première difficulté conséquente, si on réfléchit finalement le positionnement des universités et des organisations de recherche dans les relations sciences-société, c'est le manque d'une culture partagée qui passe d'abord par les termes qu'on utilise. Alors, on n'utilise pas du tout tous et toutes les mêmes termes. Et par extension, finalement, la nécessité de mieux définir et situer collectivement ce dont on parle à l'heure où on investit ces questions-là. Et là, je cite un partenaire Réduris qui, dans un entretien, pointait cette question-là et ce problème-là. Donc, où la personne a affirmé, au-delà de la médiation, vraiment, je pense que ce dont il y a besoin, c'est définir de quoi on parle quand on parle de communication des sciences. C'est vraiment pour moi le premier point, parce qu'en fait, ça sert à rien de commencer à parler de médiation si on ne sait même pas où on se situe, on ne sait même pas les mots qu'on utilise. Il y a besoin de plus de clarification, ça c'est certain, parce que tout le monde s'engage sur ces projets sans s'être jamais mis d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par ces projets et ce type de médiation. Voilà. Donc, premier frein important, certainement, pour penser ce positionnement et l'investissement des universités, des personnels de recherche sur les questions sciences-société, auxquels s'ajoutent d'autres freins, qui vont globalement dans les résultats de l'enquête, dans les freins qui sont déjà identifiés par d'autres auteurs. Alors, pour aller assez rapidement, c'est intéressant, le manque de temps, voilà. C'est le premier, c'est celui qui ressort aussi dans d'autres enquêtes. Là, 93%, il est identifié comme un frein important ou très important par les répondants et les répondantes. Ensuite, le manque de valorisation dans les carrières, qui est aussi un argument traditionnel que l'on retrouve. Plus surprenant, le manque de connaissances et de compétences, qui est souvent présenté comme un des freins principaux des personnels de recherche, qui est souvent présenté comme un frein principal dans les études. Ici, il est un peu plus loin, il est finalement 6e, c'est quand même à 47% qu'il identifie comme un frein, mais c'est en 6e position. Par contre, il est derrière un frein qui, lui, apparaît peu dans les études que moi j'ai pu lire. C'est celui du manque de connaissances et de visibilité des actions, des services, des métiers et des opportunités qui sont liés à la médiation scientifique, puisque ce frein-là est identifié comme un frein important ou très important par 56% des répondants. Et finalement, ce frein, il est certainement dû à la manière dont se sont développés, ce contexte que je posais, et continue de s'organiser les actions de médiation scientifique à l'université dans les organismes de recherche, c'est-à-dire sur la base de la volonté, de l'engagement individuel des chercheurs et des chercheuses, plutôt que sur celle d'une véritable structuration collective, ce qui amène au deuxième point, qui ressort de ces différents terrains, c'est la nécessité finalement de sortir de l'engagement individuel du chercheur pour finalement adopter une réponse collective et institutionnelle. C'est la première question à se poser, c'est est-ce que les chercheurs et les chercheurs déjà considèrent que la médiation scientifique fait partie véritablement de leur mission. On a vu au début que oui, officiellement, ça en fait partie depuis 1982. Alors, dans le projet Réduris, on a 100% des partenaires qui estiment que oui, c'est de leur mission, mais il y a certainement un biais du fait des profils des personnes impliquées dans ce projet. Si on va du côté de l'enquête, c'est
beaucoup moins clair. Il y a seulement 52% des personnels, des enquêtés, qui considèrent clairement la médiation scientifique comme une mission des chercheurs et des chercheuses. Et ce qui est intéressant, c'est que il y avait une question qui demandait pourquoi vous avez répondu ça. Et dans les réponses qui étaient donc libres, il y a quand même 12,5% des enquêtés qui précisent qu'ils estiment, et elles estiment, que les activités de médiation scientifique doivent rester facultatives, c'est-à-dire continuer de reposer sur l'engagement individuel. Alors la question, c'est peut-être pas est-ce qu'il faut le rendre obligatoire ou pas obligatoire, c'est justement précisément peut-être la question de l'organisation et de passer d'une échelle individuelle à une échelle institutionnelle. Et ça, c'est clairement ce qui ressort à différents endroits. Alors dans le projet Réduire risque, c'est quelque chose qui est ressorti finalement, c'est la nécessité d'une organisation collective, et je cite un partenaire, pour pouvoir faire de la médiation avec les bonnes personnes dans ce collectif, pas avec tout le monde. On devrait dans les équipes de recherche identifier déjà les profils, les sensibilités ou les moments dans la carrière, parce que ça aussi c'est très important. Il y a toute cette gamme de médiation qui fait que tout le monde n'est pas capable de tout faire, mais par contre la maison, c'est-à-dire l'institution, doit répondre. C'est aussi ce à quoi aboutissent et l'une des recommandations des auteurs de la cartographie des actions conduites par les établissements d'enseignement supérieur en matière de relations entre sciences et société, qui a été établie en 2021 et qui recommande aussi ça. Alors cette transition. Voilà. On a parlé de pilotage déjà avant, ça m'a fait rire, ça va certainement s'imposer, ça a l'air de s'imposer comme des termes importants à l'heure actuelle. Les pilotages des missions de médiation scientifique et finalement, comment est-ce qu'on fait cette transition ? Ce qui ressort, ce qui a l'air de ressortir un petit peu dans l'air du temps, c'est la nécessité d'un pilotage stratégique. Alors on voit que ça c'est clairement engagé, on en a parlé, les labels SAPS, la création d'un réseau de vice-présidents culture scientifique, relations sciences-société au niveau national. Il y a des choses qui se passent. La question peut-être en regard de ce qu'on vient de voir, c'est la nécessité de prendre en compte le besoin d'un développement d'une culture commune finalement dans les fiches de route, c'est-à-dire on peut développer plein de choses, mais si au départ il n'y a pas de culture commune au personnel de recherche, comment on fait à développer cette culture commune? Et puis ensuite, il y a la nécessité aussi d'un pilotage opérationnel, un peu plus pragmatique. Comment et à quel niveau organiser en priorité les actions de médiation scientifique? C'est des questions c'est une question qui est vraiment pas facile parce que oui, il y a des services dédiés, mais ces services dédiés, on voit qu'en fait, si on regarde en fonction des organismes et des universités, ils sont pas toujours attachés aux mêmes directions, ils sont pas toujours attachés aux mêmes services, etc. Ce qui fait une harmonisation difficile. Et puis, ils sont pas forcément connus non plus des personnels de recherche. En tout cas, pas de réponse, mais si on demande au personnel de recherche, ce qui ressort, c'est le niveau des laboratoires de recherche, qui est actuellement, il me semble, peu le cas au niveau, en tout cas, des universités. On commence à avoir des chargés de communication et de médiation dans certains laboratoires d'organismes de recherche. Et intéressant au niveau de Réduire risque, j'ai oublié de le mettre dans l'enquête, donc je m'en veux parce que j'aurais voulu savoir ce qu'en pensaient les enquêtés. C'est le niveau du projet qui émerge aussi, et on voit que ça aussi, ça va assez quand même dans les dynamiques actuelles politiques, avec de nombreux appels à projets qui sortent, mais qui posent aussi des questions. D'abord la pérennité des postes et des financements liés à ces actions de médiation sur projet, et puis l'articulation avec les services, voire les partenaires extérieurs. Moi, je vois beaucoup d'étudiants de médiation recrutés en stage sur des projets et qui sont en fait pas du tout rattachés ou pas du tout en interaction avec les services de médiation de scientifiques des universités, des centres de recherche qui engagent aussi à interroger finalement la place du médiateur scientifique dans cet environnement. Et c'est finalement le dernier point qui ressort de ces terrains. D'abord, le fait que c'est un métier encore peu connu, le médiateur. Alors moi, ça m'a beaucoup surprise. J'avoue que je l'avais mis en disant, au cas où, je vais quand même poser la question, est-ce que vous connaissez bien ce métier? Et en fait, la réponse m'a vraiment surprise, puisque je vous rappelle, 75% des personnels qui ont répondu à l'enquête ont déjà participé à des actions de médiation et seulement 54% connaissent le métier de médiateur scientifique, ce qui montre quand même que dans les métiers de la recherche, c'est un métier encore
très peu connu et très peu reconnu. Voilà. C'est aussi un métier qui est difficile à cerner et à situer. Les répondants le situent un peu plus du côté de la communication, des métiers de la communication, mais pas franchement de manière tranchée, puisqu'il y a aussi 58% qui le placent dans les métiers de la culture et 43% qui estiment que c'est un métier de la recherche. Voilà. Finalement, quelle collaboration avec les chercheurs? C'est aussi ça. Il y a des auteurs qui ont souligné le risque de la délégation de la communication à des professionnels comme une forme de désengagement justement des missions de diffusion. Il y a la question de voir comment peut s'organiser cette collaboration. Ce qui ressort, en tout cas, et c'est intéressant, c'est la question de la collaboration complémentaire plutôt que la substitution ou l'effacement. En tout cas, c'est ce qui ressort du projet Rédurisque. C'est vraiment la reconnaissance des compétences du médiateur du médiateur scientifique à la fin du projet Rédurisque, et de travail complémentaire avec les chercheurs. Ça ressort aussi dans l'enquête. Je souligne ce commentaire à la fin de l'enquête d'une enquêtée qui est très engagée sur les questions de médiation scientifique et qui souligne à quel point finalement la connaissance de ce métier et le contact avec ce métier est nécessaire, est une condition nécessaire à la reconnaissance des compétences du médiateur, puisqu'elle dit souvent je m'associe aux professionnels, mais parfois je crée mes propres projets. Elle explique aussi dans son commentaire qu'elle se forme elle-même en suivant des formations, mais j'apprends le plus des collègues professionnels. Je dois dire que les projets qui ont le plus de succès et de visibilité parmi tous ceux que j'ai menés sont ceux que j'ai menés avec des professionnels. Voilà, donc le contact comme condition nécessaire. Pour finir, et en concluant très rapidement que finalement ces activités de médiation scientifique, ce que ce parcours montre, c'est que la place est encore loin d'être pleinement acquise et qu'il y a un positionnement qui est encore qui est encore largement à construire, notamment qui pourra passer que par le développement d'une culture partagée des personnels de recherche relatives à la médiation scientifique, ce qui est certainement à inclure donc dans les réflexions stratégiques qui sont de plus en plus incitées. Merci Réka.